Très heureux de vous retrouver en ce moment sur Ecofin Télévision pour ce tout nouveau numéro de votre magazine de débat Talk Show qui va recevoir ce jour deux têtes bien faites de la République démocratique du Congo avec qui nous allons devoir échanger pendant 1 heure du temps autour des trois sujets qui font l'actualité tant au niveau national qu'au niveau local ici à Kinshasa. Nous allons parler, avant de présenter justement mes invités, nous allons parler de Ensemble pour la République et l'UDPS qui se jettent des pierres toutes les semaines, ces deux partenaires au sein de l'Union sacrée. La guerre est-elle complètement ouverte entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi alors qu'ils co-gèrent le pays? Nous allons en tout cas y revenir dans ce magazine. Et puis, nous parlerons aussi des assignations budgétaires dépassées par le gouvernement de la République. Sommes-nous en train de nous diriger vers un collectif budgétaire après le dépôt du budget et de la loi des finances à l'Assemblée nationale par Jean-Michel Samaloukonde, le Premier ministre de la République? Et enfin, nous évoquerons l'épineuse question du carburant ici en République démocratique du Congo avec les opérateurs du secteur pétrolier qui menacent une fois de plus d'entrer en grève du fait tout simplement que l'État, selon eux, ne respecte pas certains de ses engagements. Nous y reviendrons également. Mes invités sur ce plateau, il s'agit de Mike Gardi Diana, analyste des questions économiques, politiques et sociales justement, et Aubin Kassongo, avocat et citoyen engagé. Je commence par vous. Bienvenue. Merci, M. Patrick. Je voudrais également saluer la population quinoise qui nous suit en ce moment. C'est toujours un plaisir et nuit d'être là sur votre prestigieux plateau et je profite aussi de l'occasion pour saluer mon co-débatteur qui est là, avec qui nous allons co-débattre autour de cette épineuse question. Justement, Mike Gardi-Diana, bienvenue. C'est toujours un plaisir de retrouver le plateau de Ecofin Télévision, surtout parler de questions de la République. Je crois que je vais faire pareil, je salue mon co-débatteur, mais également les téléspectateurs qui vont suivre cette belle émission. Je vais commencer par vous, Maître Aubin Kassongo. Ensemble pour la République et l'Union pour la démocratie et le progrès social, ces deux partenaires au sein de l'Union sacrée se jettent des pierres toutes les semaines alors qu'ils sont en train de co-gérer le pays, on va le dire ainsi. La guerre est-elle complètement ouverte entre Félix Antoine Tshisekedi et Moïse Katumbi? Merci beaucoup de la question. La première que vous daignez me poser, M. Patrick Lumbala, il faudrait tout de suite dissiper quelques malentendus dans votre question parce que la péroraison de votre question laisse entendre qu'il y aurait ou il existerait une guerre entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Je ne pense pas, justement, je ne pense pas que ça soit une guerre des individus, c'est plutôt une question qui touche à la sensibilité de la République ou des partis qui sont au sein d'une même formation politique se battent. Et moi, je pense personnellement qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Et donc, je pense que ce sont des bonnes guerres qui peuvent nous ramener à faire avancer la démocratie congolaise. Voyez-vous, il faudrait tout de suite préciser que nous avons un gouvernement assez exceptionnel. Il ne s'agit pas d'un gouvernement ordinaire, il s'agit du gouvernement de l'union sacrée de la nation. Et lorsqu'on parle de l'union sacrée de la nation, ça veut dire que c'est une union qui concerne tous les Congolais. Et donc, au sein d'une union qui se veut sacrée de la nation, on ne peut pas y exclure un seul Congolais. Et donc, ça veut dire on peut s'y retrouver. Et la majorité présidentielle, et l'opposition, et même la société civile. Parce que le pays était dans une situation exceptionnelle. Le président de la République était buté face à une situation assez ardue. C'est comme ça qu'il a fait appel à toutes les couches de la République pour sauver le pays, qui à cette époque semblait être en danger, à l'époque des mariages qui a été qualifié par tous des mariages contre nature. C'est comme ça que Moïse Katumbi avait accepté, lui qui était de l'opposition républicaine. Et donc il a participé au sein de ce gouvernement de l'Union sacrée de la nation comme opposant républicain. Et donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que si l'on est Ensemble pour la République et au sein de ces gouvernements, ipso facto, il devient
de la majorité présidentielle. Non, ça c'est faux. Il s'agit de l'union sacrée de la nation. Une union qui concerne tous les Congolais, aussi bien l'opposition que la majorité, et même la société civile. Et donc aujourd'hui, moi je pense que ce sont de bonnes guerres. On ne peut pas s'interdire de clamer tout haut ses convictions par peur de représailles, parce qu'on est au sein de l'union sacrée de la nation. Et donc il est tout à fait normal que Katumbi, ensemble avec sa famille politique, hausse les tons sur certaines questions sensibles du pays. Je voudrais vous rappeler sur ce plateau qu'à l'époque des RAM, lorsque la présidence de la République, avec la bénédiction de M. Tshisekedi, nous ont imposé RAM, une taxe illégale, je ne sais même pas s'il faut appeler ça taxe ou impôt, ils nous ont escroqués et le peuple, au moment opportun, va réclamer cet argent à M. Tshisekedi. Voyez-vous, à cette époque, Élie de Presse et Ensemble et le reste des Congolais ont dénoncé cette histoire. Pourquoi à cette époque on n'avait pas estimé que c'était une guerre entre la présidence ainsi que le peuple? Parce qu'il s'agit d'une question qui concernait pratiquement l'unanimité du peuple congolais. Voyez-vous, et donc, moi je pense que ce n'est pas parce qu'on est au sein de l'union sacrée de la nation qu'on doit tout tolérer, qu'on doit être transigeant face à l'intérêt du peuple congolais. Le président de la République, lorsqu'il a pris le pouvoir, il s'est assigné un objectif, mettre fin à l'insécurité à l'est de notre pays, lutter contre la pauvreté, parce que ils nous ont ramené même un slogan. Je ne sais pas si c'était un projet de société. Le peuple d'abord. La question fondamentale qu'on se pose. Est-ce que le peuple, aujourd'hui, c'est une réalité, le peuple d'abord? Est-ce que c'est une réalité ou ce n'est qu'un air? Ou ça a été une façon de duper le peuple congolais? Parce que le président lui-même, lorsqu'il est parti au Kasaï, il a reconnu. Il a dit qu'on a fourni les efforts. On s'est battu pour que la vie du peuple congolais puisse devenir reluisante, mais jusque-là, la vie du peuple congolais n'est pas reluisante. Ça, c'est le président Tshisekedi qui l'a dit. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait aisé, normal, évident que Moïse Katumbi, ensemble avec sa famille politique, s'élève, puisse hausser les tons si ils se sont rendus compte, parce que c'est une évidence qu'on ne peut pas remettre aux antipodes, que la vie du peuple congolais n'est pas reluisante, que le vécu du peuple congolais n'a jamais changé, et on est même tenté de dire qu'il y a eu un recul. Peut-être avant l'avènement de M. Tshisekedi au pouvoir, le peuple vivait mieux qu'aujourd'hui. Et donc c'est tout à fait normal. Qu'on soit de l'union sacrée de la nation ou pas, nous avons l'obligation d'être émus par l'intérêt du peuple congolais. Merci beaucoup, Maître Ben Kassongo. Je vais revenir à vous. Je prends d'abord Margardi Diana avec la même question. Existe-t-il aujourd'hui une guerre ouverte entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi au vu de l'escalade verbale entre les partisans des deux partis? Une guerre ouverte, je ne pense pas. Mais de fait, c'est que la tension qui puisse exister entre les deux personnes est tout à fait logique dans mon sens. Je le dis tantôt, même quand ils se sont mis d'accord ensemble pour l'Union sacrée, je disais que c'est deux protagonistes pour les élections à venir, autant qu'ils pouvaient l'être aux élections passées, nonobstant les empêchements qui ont frappé Moïse Katumbi. Je suis d'accord aujourd'hui que moi je suis de l'école de ceux qui estiment que pour une bonne démocratie, il est impérieux que même les voix discordantes sonnent au sein d'une même orientation politique, dans le sens d'enrichir le débat et de prendre de bonnes politiques. Cependant, j'ai un problème avec Ensemble pour le changement. C'est vrai, c'est pas un débat, une guerre entre individus, mais c'est dans le narratif et dans les orientations. Je prends un exemple. Aujourd'hui, Ensemble pour le changement, c'est vrai, c'est tout à fait logique, l'union sacrée, on parle de l'union sacrée pour la nation. Il a été assez républicain pour accepter cet appel-là et se mettre ensemble avec les autres forces politiques en présence. Mais cependant, le fait d'être aujourd'hui, de partager la gestion de la République, lui confère deux zones des discussions et d'échanges. Si bien tant est que je douterais du caractère formel de rencontre au niveau de l'union sacrée, néanmoins dans l'approche institutionnelle, il y a des cadres appropriés ou en tant que partenaire. En tant que partenaire de gestion, il y a des cadres pour échanger, discuter sur les différentes politiques et orientations. Mais j'ai comme l'impression que le débat est beaucoup trop mis à la place publique. Et que forcément il y a des éléments à contrôler. Bon, est-ce qu'on peut dire incontrôlés, ou de gens qui font le sale boulot, en fait, un peu comme quelqu'un pour qui j'ai toujours eu de l'admiration, quelqu'un avec qui moi je travaille au lycée du plan, Olivier Kamitatou, quelqu'un de très intelligent. J'ai envie qu'ensemble s'assume et prenne sa responsabilité. On arrive presque à l'approche des échéances électorales. On sait tous, c'est pas un secret polichinelle, que Moïse Katumbi
à moins qu'il y ait encore de contraintes d'ordre judiciaire qui peuvent l'empêcher de postuler, c'est un candidat présidentiel pour les élections prochaines de fait. La question est qu'aujourd'hui, vous partagez la gestion, prenez les responsabilités. Si vous estimez que dans les orientations politiques mises en place, la population qui semble être la cible principale dans votre politique n'est pas satisfaite, soit faites un effort de faire évoluer les choses en interne, à défaut de subir le diktat de cette large majorité, prenez le large. Tout simplement. Prenez le large. C'est pour ça que généralement, à ce stade ici, la possibilité d'une démission est une preuve de grandeur. À ce stade ici, quand on se rend compte que finalement, ce pourquoi on a signé n'est pas respecté, on prend la porte. Mais la difficulté, politiquement, je peux comprendre la stratégie d'Ensemble pour le changement. Aujourd'hui, connaissant la culture de Congolais, je ne vais pas citer les noms, mais pendant mon passage à Lubumbashi il y a 2 mois, j'ai discuté avec un très grand représentant du parti qui a émis les mêmes craintes ou les mêmes peines que moi. Parce qu'avec la crasse politique, avec cette mentalité presque détruite des politiques congolais, il est difficile de pouvoir espérer évoluer dans la durée sur une politique bien définie. Aujourd'hui, regardez la cartographie. Beaucoup sont ceux qui ont créé des partis politiques, une fois ministres. Ils croient avoir l'agenda et la stature qu'il faut pour pouvoir espérer plus. Ils ont décidé, de manière indirecte, de lâcher Ensemble, mais sans pour autant le dire ouvertement. Et aujourd'hui, je sais qu'en interne, dans Ensemble pour le changement, on s'est dit, logiquement, est-ce qu'aujourd'hui, si on décidait de démissionner, de quitter la barque Union Sacrée, combien de nos lieutenants qu'on a mis dans les institutions seront à même de respecter ces mots d'ordre? Alors, à la limite, c'est presque un peu ce que disait le représentant d'Ensemble, je ne vais pas citer son nom ici, dans la rencontre de NDA, pendant ces échanges de paroles avec Augustin Kabouya. Je constate que vous avez un discours qui est aux antipodes de la politique alors que vous gérez avec nous. Je constate que vous tenez un discours qui est à 90% proche de la MOUCA qui est un parti de l'opposition alors qu'on est censé être ensemble et réfléchir ensemble. Si tel est le cas, je préférerais que vous quittiez la barre. Et l'autre a donné une réponse qui paraît anodine. En réalité, cette réponse laisse transparaître les intentions stratégiques d'Ensemble pour le changement. Il dit, ben, écoute, si vous pensez que le fait que nous prenons cette posture dérange, vous mettez-nous à la porte. Par crainte de ne pas ramener, le fait de ne pas être sûr de pouvoir répondre à tous ces lieutenants après une démission volontaire, on s'est dit, bon, on va aller dans la théorie du pourrissement, on va laisser les choses aller, si tant est qu'ils pensent vraiment qu'on n'est pas avec eux, et bien qu'eux prennent le devant, nous mettent à la porte et ça sera mieux. Donc je crois que d'une part, ça relève d'une stratégie politique, mais à ce stade ici, c'est une nouvelle stratégie. Là, je veux donner, pour chuter, un point de vue en tant qu'un stratège de la communication. Cette population-là aujourd'hui, surtout congolaise, est un électorat très indécis. C'est-à-dire, est généralement borné. C'est la théorie le premier à arriver et le premier servi. Le premier argument qui entre dans la tête de Congolais, il faut beaucoup de travail pour pouvoir l'enlever de la tête de Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent rentrer dans le sondage, vérifier quelle est l'opinion du Congolais d'Ensemble pour le changement? Ils sont en train de ternir une image qui autrefois était très prépondérante, avec des gens qui jouaient justement à cet esprit républicain. Ça, c'est ce que les gens reconnaissaient Ensemble pour le changement. Capable de fléchir, de faire taire ces orientations et son égo politique pour répondre à une question d'intérêt général. Ce qui n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. On a dit, bon, écoutez, à quel jeu ils jouent? Ils sont avec le pouvoir, mais ils ne veulent pas. Et aussi, encore plus grave, c'est des discours du genre, on ne veut pas partager le bilan, alors qu'on le gère. C'est à ce niveau-là que ça pêche. Il est vrai, de manière républicaine, on a des cadres de discussion avec nos partenaires où, institutionnellement et extra-institutionnellement, on peut discuter, faire valoir nos points de vue et faire adhérer les autres dans une politique qu'on pense cohérente. Mais ça devient autre chose quand ça devient des déclarations intempestives sur les médias, alors que vous avez des cadres d'échange, vous avez des moyens de discuter et de faire comprendre la politique. À défaut, si vous estimez que votre voix n'est pas écoutée, on prend des lâches. C'est autant simple que ça. Alors, Aubin Kassongo, je sais que vous mourrez d'envie de réagir au propos de Mike Gardidiana, mais je vais vous poser quand même cette question. Lorsque Olivier Kamitatou prend la parole et remet en cause pratiquement 90% de la gestion de Félix Tshisekedi, alors qu'ils sont en même temps au gouvernement, à quoi peut-on s'attendre?
Oui, justement, je ne sais pas si je suis obligé de rébeloter dans mes propos parce que pendant que j'ai pris la parole pour la première fois, j'ai essayé d'expliquer sur ce plateau les contextes dans lesquels nous avons ce gouvernement. C'est un gouvernement de l'Union sacrée de la nation. J'ai entendu, peut-être vous me permettrez de rebondir un tout petit peu dans les propos de mon co-débatteur, qui voudrait à ce qu'Ensemble pour la République partage les bilans avec le président de la République, avec l'UDPS. La vérité, c'est que le mandat est celui de l'UDPS. Le président de la République, c'est à lui seul de répondre devant le peuple congolais. Mais comment Ensemble ne peut pas partager le bilan alors qu'ils ont certains portefeuilles qu'ils gèrent à 100%, comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Transports, Ensemble de la République a la main sur les SU. Pourquoi ne pas l'admettre carrément de partager le bilan de Félix Tshisekedi? En ce que je sache, l'actuel ministre de l'ESU ne fait pas partie de Ensemble pour la République. Au gouvernement sur recommandation d'Ensemble pour la République, même si ça fait seulement quelques mois qu'il a créé son parti. Mais il a transhumé, ça s'appelle la transhumance politique. Il a transhumé. Donc moi je pense que puisqu'il s'agit du gouvernement dit de l'Union sacrée, il n'est pas interdit que un membre de ce parti faisant partie de l'Union sacrée, permettez la tautologie, puisse critiquer la gestion de ses pouvoirs. Moi, je ne pense pas que ça soit un péché. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, c'est lui qui définit l'action gouvernementale en concertation avec le Premier ministre, comme le dit la Constitution. Mais s'il y a manque de leadership, il y a manque de bonne gouvernance, comment voulez-vous qu'Ensemble puisse se taire? Comment voulez-vous que les bilans soient partagés? Peut-être, si vous tentez qu'il soit possible de partager les bilans, il faut que ça soit alors de manière sectorielle. Parce que l'Ensemble pour la République ne gère pas les pays sur toute l'étendue de la République. Voyez-vous? Et donc, ce n'est que quelques ministères que Ensemble est en train de gérer. C'est comme ça que je dis, si tentez qu'il soit possible, que le bilan soit partagé, alors le bilan sera partagé de manière sectorielle. Ça sera maintenant au peuple de juger. Est-ce qu'au niveau du plan géré par l'Ensemble pour la République, il y a eu des avancées? Si oui, alors on dira bravo à Ensemble. Est-ce qu'au niveau des transports gérés par Chéribert Okende, avec tout ce que Congo Airways est en train de connaître, on peut dire qu'Ensemble a vraiment de ce côté-là. Mais dans ces pays, ce n'est pas Chéribert Okende qui a promis au peuple congolais qu'on a acheté 8 avions. C'était M. Tshisekedi. Où en sommes-nous? Et donc aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que le gouvernement est un organe collégial. On peut être intelligent, on peut avoir les ambitions, on peut avoir de bonnes idées pour l'avancement de ces pays. Mais si vous faites des propositions au sein du Conseil des ministres et que cela n'est pas pris en compte, comment voulez-vous que l'on partage les bilans? Voyez-vous, non, la démission, on ne peut pas démissionner parce qu'il s'agit de l'Union sacrée de la nation. Comment voulez-vous exclure un seul Congolais au sein de l'Union sacrée de la nation? C'est une affaire de tous les Congolais. Mais le bilan, il est celui de M. Tshisekedi. Il est celui de l'UDPS. Tout en n'étant pas au gouvernement. Justement, on peut être de l'Union sacrée tout en n'étant pas au gouvernement. D'où la volonté de Gardi Diana de démissionner carrément, mais de rester quand même. Moi, je pense que démissionner, ça serait une défaillance monumentale. On ne peut pas démissionner si on a une vision, si on a quelque chose à présenter au peuple congolais. Voyez-vous. Et donc, moi, je voudrais rebeloter sur ce plateau en disant que le bilan est d'abord essentiellement celui de M. Tshisekedi. Parce que c'est lui qui répondra devant le peuple congolais. Le peuple n'avait pas choisi M. Katumbi comme président de la République. Le peuple n'avait pas choisi Moïse Nozangi, Chéribert Okende, Christian Mando et tout le reste. Le peuple avait élu M. Tshisekedi pour nous représenter, pour trouver solution face aux problèmes des Congolais et Congolais. Voyez-vous, et donc aujourd'hui, si on veut partager les bilans, ce n'est que l'échappatoire. Vous l'avez dit sur ces plateaux, vous avez suivi les propos de l'UDPS que moi, personnellement, je qualifie d'une autoflagellation. Voyez-vous, et donc on ne peut pas se livrer à des pantalonnades alors que le peuple attend la résolution de ces problèmes.
Aujourd'hui, on est en train de vouloir débaucher les députés pour affaiblir tel ou tel autre leader politique. Mais est-ce que ça profite au peuple congolais? Au lieu d'aborder les questions essentielles qui touchent à la sensibilité du peuple congolais, au lieu de lutter contre la pauvreté, mais on est là en train de chercher comment débaucher les députés pour affaiblir Moïse Katumbi et les autres. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne politique. Ces efforts qu'on est en train de consentir pour affaiblir Katumbi, on devrait plutôt les concentrer pour trouver solution aux problèmes des Congolais. Aujourd'hui, par exemple, Patrick Lumbala, ça fait plus de 120 jours que Boulagan est entre les mains des rebelles. Ce ne sont même pas les rebelles, entre les mains des M23. Parrainé par les Rwandais. Les Rwandaises. Oui, parrainé par les Rwandais. Mais pourquoi ces efforts-là, on ne peut pas les concentrer pour trouver une solution à ce genre de problème? Pourquoi on ne peut pas se concentrer pour que la vie du peuple congolais devienne reluisante? Pourquoi on ne peut pas concentrer ces efforts pour changer les vécus du peuple congolais? Voyez-vous, et donc aujourd'hui le peuple est en train de comprendre que ces dirigeants que nous avons n'ont pas la volonté de nous servir. Il appartient au peuple de sanctionner. Si l'on estime qu'Ensemble pour la République, qui a participé à la gestion au sein de ce gouvernement dit de l'Union sacrée de la nation, n'a pas donné les meilleurs de lui-même, le peuple va sanctionner Ensemble pour la République. Mais si le peuple estime que le mandat a été confié à M. Tshisekedi, 5 ans de gestion, et que M. Tshisekedi n'a pas été à la hauteur, il n'a pas donné ce que le peuple attendait, il appartient au peuple congolais de les sanctionner. Voyez-vous, et donc M. Tshisekedi fera face en 2023 à son propre bilan. Il ne dira pas que je partageais avec le FCC. Tout comme il ne dira pas que je partageais avec Ensemble pour la République. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas simplement chercher les échappatoires en disant qu'on a géré avec tel ou tel, puisque vous parlez de démission. Mais si M. Tshisekedi estime que ces gouvernements ou ces membres de Ensemble pour la République ne sont pas là pour l'intérêt du peuple congolais, mais il n'a qu'à révoquer les gouvernements. Le Premier ministre, c'est lui qui a formé ces gouvernements. Il a la possibilité de sanctionner tel ou tel autre. Si l'on estime qu'on n'est pas sous la ligne de conduite du gouvernement, parce que je l'ai dit sur ce plateau que le gouvernement est un organe collégial. Et donc, encore une fois, je voudrais répéter en disant qu'on ne peut pas chercher les échappatoires. Ce bilan sera exclusivement à M. Tshisekedi ainsi qu'à l'UDPS. Mike Gardi-Diana, on l'a suivi l'évolution de l'actualité sur cette question d'Ensemble pour la République avec des députés du regroupement Ensemble pour les changements du Grand Katanga qui ont totalement désavoué les propos de Olivier Kamitatou et qui se sont ralliés et affirmé leur soutien au président Tshisekedi, non seulement au président Tshisekedi, mais aussi à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Sommes-nous en train d'assister à une sorte de désaveu de Moïse Katumbi par son propre camp ou tout simplement à un débauchage, comme l'a dit Aubin Kassongo? Je le dis tantôt, c'est que Ensemble pour le changement ne pouvait pas, cette fois-là, en tant que regroupement politique, prendre une décision retirant ses membres au niveau du gouvernement parce que la chance qu'il puisse récupérer ses lieutenants était très faible. Quand vous parlez de ces députés qui ont déclaré, malheureusement, je vous le dis, la transhumance est dans l'ADN des politiques congolais. C'est des figures qu'on connaît déjà, des gens savent qu'ils ont pris la tangente et que maintenant là, ils aspirent à autre chose, ils ont des rêves un peu plus grands et qu'ils estiment qu'ils peuvent évoluer seuls, sans l'apport, encore sans la bénédiction d'Ensemble pour le changement. Là, c'est une culture, si vous voulez parler des désaveux, implicitement, on peut le dire. Mais cependant, je veux revenir quand même parce que le discours a été réédité. Vous savez, la notion de la gouvernance, c'est vrai, la responsabilité politique revient au chef de l'État. Mais il y a une vérité. Sur le plan exécutif, cette responsabilité-là est du chef du gouvernement, mais aussi collégiale. Quand on parle que le chef de l'État révoque un ministre part soit par démission, soit par destitution via le Parlement. Donc ça veut dire que, à moins qu'il y ait eu une pression forte, d'abord on dit bon, tu n'arrives pas à faire, démissionne. On a vu des gens qui ont refusé de démissionner alors qu'on leur a demandé qu'il fallait recourir au Parlement pour pouvoir obtenir leur destitution. Et je ne pense pas que ça soit une bonne porte de sortie. Mais ce que je trouve inconcevable, c'est de croire que
On vient participer à la gestion, à une politique, parce qu'on estime qu'on a quelque chose à apporter. On dit démissionner, ce n'est pas une bonne chose quand on a une vision pour la République. Cette vision qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'on a une vision, on continue à tenir un discours de quelqu'un de l'opposition alors qu'on a la possibilité de faire bouger les choses. On a la possibilité de faire bouger les choses, d'appliquer justement, on a les cartes pour appliquer cette vision-là. Mais qu'on ne vous laisse pas appliquer cette vision-là, on vous fait appliquer la vision de quelqu'un d'autre. J'en viens à vous, Mike Gardidiana, Ensemble pour la République et l'UDPS. Nous avons remarqué ces dernières semaines, il y a quelques jours justement, des députés du Grand Katanga, membres du regroupement Ensemble pour le changement, ont totalement désavoué Moïse Katumbi. Sommes-nous en train d'assister justement à un désaveu de la politique de Moïse Katumbi ou tout simplement à un débauchage de la part du pouvoir en place? Merci pour la question. La transhumance est dans l'ADN de politique congolais. C'est la plupart des visages lors de cette déclaration sont des gens qu'on connaît déjà quelle direction ils ont pris, des gens qui ont décidé parce qu'ils ont des rêves un peu plus grands, parce qu'ils ont maintenant de plus d'ouverture, estiment qu'ils peuvent évoluer seuls. Pour la plupart, certains ont d'ailleurs créé des partis politiques. Mais cependant, c'est vrai que ces désaveux-là étaient presque visibles, dans le sens où beaucoup semblaient ne pas être d'accord avec cette manière de faire. Et je peux comprendre pourquoi maintenant. C'est-à-dire que on participe au pouvoir exécutif, qui du reste est un exercice aussi collégial. Et que finalement on dit, on a eu une vision pour le Congo, qu'on ne sait pas appliquer, sous prétexte qu'on n'est pas écouté, on n'est pas compris, on continue à rester là, on ne veut pas démissionner, mais on estime que ce qui va arriver, on n'a quand même pas de responsabilité. Ça, c'est là où je trouve que cette stratégie-là ne passe pas, ne marchera pas avec le Congo. Il est vrai que la responsabilité politique de ces mandats restera exclusivement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais les responsabilités exécutives sera partagée parce que ce gouvernement est issu, comme tous les autres gouvernements, depuis que le Congo est un État indépendant, des gouvernements faits d'alliances. Quand on est en alliance, on suppose qu'on partage un certain nombre de valeurs, on partage un certain nombre de convenances politiques et qu'on peut marcher ensemble. C'est vrai qu'on peut être républicain, mais la notion ou le caractère républicain ne peut quand même pas vous conduire à vous associer, à être en alliance avec quelqu'un avec qui vous avez des valeurs aux antipodes. Si Ensemble pour le changement estimait qu'il pouvait répondre à cet appel de Félix Antoine Tshisekedi avec l'Union sacrée, c'est parce qu'ils se sont dit que dans cette dynamique, nous on peut apporter quelque chose, on a quand même des choses en commun qui peuvent nous permettre de travailler ensemble. À défaut de ne pas voir ce pourquoi vous avez signé, la meilleure des choses c'est de quitter la barque. Il ne faudra pas qu'on continue à jouir des privilèges que nous offre, nous rend le pouvoir. J'ai dit pas seulement des individus qui sont au gouvernement, mais parce qu'il y a une quantité qui est en partie. On continue à jouir de ces privilèges-là, mais on estime que quand même sur le plan exécutif, on n'aura pas de responsabilité, on n'aura pas de compte à rendre. C'est naïf de croire ça. Parce que ces Congolais-là, quand on vous regarde, même quand on fait des déclarations, on s'est dit ensemble, c'est des gens qui participent à la gestion de la République. De manière collégiale, au nom de l'unicité de l'action du gouvernement, on estime qu'il y a une part de responsabilité, que ces gens la détiennent. Et qu'aujourd'hui, sur le plan officiel, c'est connu de tous que Ensemble pour le changement est un partenaire, un allié et membre de l'Union sacrée. De surcroît, allié de l'UDPS et les autres partis de l'Union sacrée. Donc, c'est ça d'ici, cette manière-là naïve de faire croire aux Congolais qu'on peut être là sans avoir une responsabilité, c'est maladroit. Je comprends, c'est un élément de langage politique. Mais cette déclaration est proche de l'opposition et ça frise de la malhonnêteté. Ça frise de la mauvaise foi, en fait. On est là, on participe, on joue des privilèges. On est même en train d'appliquer des choses. Quand vous parlez de la liberté d'agir, aujourd'hui, prenons le cas du secteur du transport. Beaucoup de gens vilipendent ces projets-là, oui, mais moi je comprends le besoin d'aller vers la création d'une nouvelle société d'aviation. C'est parce qu'on s'est rendu compte finalement, dans les difficultés de gestion de l'entreprise nationale, on risque d'avoir des problèmes. L'État a aussi un devoir régalien de philanthropie. Au-delà de l'approche commerciale du portefeuille de l'État se doit d'assurer la circulation, le libre circulation des populations sur son sol. Ça fait partie des droits fondamentaux. Alors, si aujourd'hui on estime que on risque d'enclaver la République par déficit d'une entreprise,
du portefeuille de l'État, quelle est la meilleure méthode de créer une entreprise qui, certes, ne sera pas une entreprise entièrement de droit congolais, mais qui peut faciliter le flux et les déplacements. Parce que derrière cette initiative, il y a la dimension économique. Vous n'avez aucune idée aujourd'hui des difficultés de déplacement par avion, combien ça crée des difficultés dans les tissus économiques, dans le monde de l'investissement, dans les affaires des uns et des autres, des surpoids sur l'évolution sociale. Donc, en quelque sorte, il y a le côté maximisation des recettes avec des entreprises qui doivent apporter, mais aussi le besoin, les devoirs régaliens de l'État d'assurer le libre circulation de personnes et de leurs biens et des désenclavements de la République. Un projet mal vu, que le ministre a proposé au Conseil des ministres et adopté par tout le monde, à tel point on dira que on a un problème de vision, notre vision n'est pas écoutée. C'est faux. Donc, en quelque sorte, chaque ministre représente sa famille politique, qui du reste est allié du pouvoir, et dans le sens où les actions menées de manière sectorielle font une action collégiale qui est représentée et portée par le Premier ministre. Mais sur quoi on ne peut pas négliger sa responsabilité, on ne peut pas nier sa responsabilité. Ça ne passe pas cet argument. Et encore une fois de plus, je peux comprendre la subtilité. Faisons la démarcation entre l'individu Moïse Katumbi et la personne morale dans son pour le changement en tant que formation politique. En tant que formation politique, Ensemble pour le changement participe à un bilan, à une responsabilité dans cette gestion. Seulement, si Moïse Katumbi viendra et dira que non, mais il y aura toujours un lien étroit qui sera lié entre lui parce que le prisme politique qui conduit justement l'analyse et la compréhension du Congolais sur la marche politique finira par faire un raccordement entre lui et l'action gouvernementale actuelle. Du coup, la meilleure des choses à faire maintenant, politiquement, stratégiquement, faut pas commettre les erreurs de Bouzitou, de s'accrocher naïvement au palou et perdre l'occasion de sa vie. Et qu'il finit par le comprendre malheureusement très tardivement. À ce stade ici, on va vers les élections. Si vous estimez que ce pourquoi vous êtes engagé n'est pas respecté et que vos partenaires font preuve de mauvaise foi, font preuve d'inefficacité et j'ai pas envie d'utiliser ces termes, je vais quand même le dire, d'amateurisme, la meilleure des choses, c'est que dans votre professionnalisme, retirez-vous et justement allez vers la population, présenter la situation, et qu'on voulait faire ça, on ne peut pas, parce qu'on estime que de l'autre côté, voilà les éléments qui nous ont empêchés de le faire. C'est ça aussi le bon sens, c'est ça l'éthique politique. Au lieu d'être de gens qui profitent, mais en fin de compte, vous voulez, c'est un peu d'irresponsabilité de prendre les choses dans ce sens. De l'irresponsabilité, tout simplement. Chérubin Okende, vous l'avez évoqué ici en termes des transports aériens notamment, il est menacé par une motion au niveau de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas là, en tout cas on l'espère, n'est-ce pas là un cas patent que Ensemble pour la République, à travers ses représentants au gouvernement, a une large responsabilité dans ce qu'on pourrait qualifier d'échec, surtout dans les secteurs des transports en RDC. Non, mais vous savez, Monsieur Patrick Lumbala, on a beaucoup parlé sur ce plateau des Ensemble pour la République. Peut-être avant de répondre à votre question, mon co-débatteur Mike, qui vous a parlé même de la malhonnêteté, et il a chuté même par évoquer l'irresponsabilité. Moi, je pense que l'irresponsabilité, c'est plutôt lorsqu'on est inactif, lorsqu'on ne s'est pas placé un mot alors que la vie du peuple est en danger. Mais lorsqu'on s'élève, quand par ici, il y a une escroquerie qui s'appelle RAM, mais vous vous levez, bien que vous êtes au sein de l'Union sacrée, vous dénoncez cela. Lorsque vous estimez que le vécu du peuple congolais n'a pas changé et que le peuple est à bord n'est pas à ce jour une réalité, vous dénoncez ça. Je ne sais pas en quoi est-ce que c'est une irresponsabilité, à quoi est-ce que c'est une malhonnêteté. Moi, je pense que c'est plutôt la responsabilité parce que tous, nous devons être mus par l'intérêt du peuple. Aussitôt que nous nous rendons compte que l'intérêt du peuple congolais est en danger, nous avons cette obligation de dénoncer pour que les dirigeants puissent prendre conscience et faire mieux qu'avant. Et pour répondre à votre question, d'abord, les députés qui veulent initier ou qui ont initié une motion à l'endroit du ministre Okende. Mais c'est un droit constitutionnellement reconnu. Il est responsable vis-à-vis du Parlement. Et donc, nous, peuple congolais, nous sommes représentés par les députés ainsi que les sénateurs. Voyez-vous, parce que nous avons un Parlement bicaméral. Et donc, si les députés estiment que sur ces points, aucun ne l'a pas bien géré, la chose publique, ils ont le droit d'initier une motion.
Et Okende a la responsabilité et même l'obligation de venir répondre devant le Parlement pour s'expliquer, parce que la politique qui est là, ou même le gouvernement, doit être issu de la majorité parlementaire. Et donc, moi je pense que ça c'est un droit, mais de l'autre côté, nous avons ces députés-là qui sont là en train de se désolidariser avec Moïse Katumbi, avec Ensemble. Ces députés sont parrainés par qui? Je ne suis pas contre la liberté des députés. Il y a une jurisprudence dans ces pays de la Cour constitutionnelle qui autorise les députés d'agir en toute liberté. Et donc, je ne suis pas contre cette liberté. Ils ont l'obligation de choisir tel ou tel autre camp pourvu que ça entre dans l'intérêt du peuple congolais. Voilà la question qu'on se pose. La question même fondamentale. Est-ce que cette position des députés qui sont là même en train de se délecter en disant qu'ils vont être là pour que l'actuel président soit réélu en 2023, entre dans l'intérêt du peuple congolais? Aujourd'hui, pendant que nous avons plusieurs problèmes à décortiquer, est-ce que nous avons besoin de penser aux élections de 2023? Peut-être James avait raison, lui qui disait qu'un homme d'État pense à la génération future, et ce n'est qu'un politicien qui pense aux élections prochaines. Voyez-vous? Et donc, moi je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de la réélection de M. Tshisekedi en 2023, alors que Boulagana est entre les mains de M23, alors que la vie du peuple congolais n'a pas changé, alors que les gens sont en train de souffrir. Que M. Tshisekedi, ensemble avec ses gouvernements, puisse se concentrer sur les questions vitales, sur des problèmes vitaux vis-à-vis du peuple congolais. Parce que les députés, que les ministres soient de telle ou telle autre formation politique, ce qui vaut, c'est d'abord l'intérêt, comme disait Lumumba. Ce n'est pas parce qu'on est là et on se considère comme un dominant sur le dominé que le peuple congolais. Non, on devait plutôt se concentrer ou même se considérer comme des serviteurs vis-à-vis du peuple congolais. Et donc, Patrick Lumbala, encore une fois, sur ce plateau, je voudrais simplement en appeler à la bonne volonté de nos dirigeants. D'ailleurs, cette guerre qui devient de plus en plus sempiternelle entre l'UDPS et Ensemble ne profite vraiment pas au peuple congolais. Est-ce que le peuple a besoin de ce genre de discussion, de ce genre de querelles, où le peuple a besoin de trouver solution à ces problèmes? Voyez-vous, et donc, on peut bien se poser la question de savoir, et Ensemble, et l'UDPS, est-ce qu'ils sont là pour l'intérêt? N'est-ce pas là une occasion de donner raison à Denis Sessanga, lui qui est là dans son indépendance d'esprit, qui est là véritablement pour défendre l'intérêt du peuple congolais. Et donc moi je pense que la génération actuelle doit plutôt soutenir les députés comme Denis Sessanga, qui aujourd'hui il se présente même comme un député le plus prolifique. Au-delà de tout cela, l'interpellation de Chérubin Okende, je le repose encore, n'est-ce pas là un cas patent de l'échec des Ensemble pour la République au sein du gouvernement, qui ne veut pas en quelque sorte prendre ses responsabilités et jeter cet échec sur la responsabilité de Félix Tshisekedi? Bon, personnellement, je pense qu'on ne peut pas juger un échec sur base d'une motion. La motion n'est qu'une invitation du Parlement vis-à-vis. Nous avons Congo Airways et nous avons la nouvelle compagnie avec le partenariat avec la compagnie Ethiopian Airlines qui n'arrive toujours pas, Air Congo qui n'arrive toujours pas à décoller. Nous avons les cas des bus Transacademia. C'est quand même beaucoup, non? Bon, il faudrait quand même tout de suite rappeler sur ce plateau que le président de la République n'est pas répondant vis-à-vis du Parlement. Il est plutôt répondant vis-à-vis du peuple congolais. Voilà pourquoi nous l'interpellons toujours, parce qu'il doit répondre à nous, peuple congolais. Ce n'est pas le ministre Okende qui avait promis les 8 avions. On ne le dira pas assez. Mais les modalités de faisabilité des les faisabilités, ça se discute au sein du gouvernement. Je vous ai dit que le gouvernement est un organe collégial. On ne peut pas juger le gouvernement de manière sectorielle. C'est un ensemble. C'est un tout. Ne voyez-vous pas seulement tel ou tel autre ministre, tout se discute au sein du Conseil des ministres, président d'ailleurs par le président de la République, c'est à l'issue de ces assises que l'on prend des décisions à appliquer. Et donc, si les décisions n'ont jamais été prises, si les moyens ne sont pas mis en jeu pour qu'aujourd'hui que nous ayons de nouveaux appareils au sein de Congo Airways, est-ce que c'est la faute de Chérubin Okende?
qu'il réponde à cette motion. Et on jugera après si sa responsabilité sera mise en jeu. Dans ce pays, on a commis des détournements au sein du ministère de la Santé. Est-ce que ce ministère était géré à l'époque par ensemble? N'est-ce pas l'UDPS? L'IGF a dénoncé au sein du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Est-ce que ce ministère est géré par ensemble? N'est-ce pas le confrère Tony Mwaba? Je l'appelle confrère parce qu'il est aussi avocat comme moi. Voyez-vous, et donc aujourd'hui, moi je pense qu'au-delà de tout ça, le peuple jugera d'abord le bilan de M. Tshisekedi et il sera seul face à la nation pour donner ce bilan au peuple congolais. Et donc, moi je pense qu'à la question de savoir, n'est-ce pas un échec ensemble parce qu'une motion a été initiée à l'endroit de Chéribé Okende, on ne peut pas simplement aujourd'hui, je pense que ça serait présomptueux de mettre déjà un jugement de valeur alors qu'il n'a même pas encore répondu devant le Parlement. Et donc, laissons l'État au ministre Okende de se présenter devant le Parlement pour qu'il présente ses moyens de défense et après nous allons savoir de plus si il s'agit de sa volonté personnelle, de son échec, de sa famille politique ou il s'agit du gouvernement entier. Merci beaucoup Aubin Kasongo. De toutes les façons, il reste encore beaucoup à dire sur ces sujets et l'avenir nous en dira un peu plus justement sur ce qui semble être en tout cas une guerre ouverte entre les camps de Moïse Katumbi et celui de Félix Tshisekedi. Nous allons passer au deuxième sujet de ce talk show avec vous, Mike Gardi Diana. Accroissement des recettes en RDC. Le gouvernement de la République a dépassé on va dire les assignations budgétaires prévues pour l'année 2022. À qui ou à quoi peut-on attribuer ce mérite? Merci pour cette question, elle est pertinente, mais avec votre permission, je vais encore faire une digression. Ce que mon collimateur semble faire dans la demi-mesure, en fait. À la fois, il reconnaît que l'action du gouvernement est collégiale, il dit que la responsabilité est partagée par chaque partie prenante, mais autant, d'une autre manière, il estime que non, quoi qu'il fasse, en bien ou en mal, la responsabilité reviendra à un seul parti, qui est l'UDPS. Vous comprenez? Ça, c'est faire dans la demi-mesure. On reconnaît le caractère collégial de l'action du pouvoir exécutif, qui du reste étudie, par ailleurs, les différentes parties. Mais, quand il faudra parler des résultats, c'est des résultats de l'UDPS. En réalité, on parle de quoi? Ça ne sert à rien de citer des individus. D'ailleurs, ça, c'est une maladie. Pour moi, de venir revenir sur les individus, tel a fait. Mais la vérité, c'est que c'est le gouvernement. Il y a beaucoup de défis, oui. Le seul problème ici, c'est qu'on ne parle pas ici de la responsabilité individuelle de gens. Mais on parle de la nature de la relation qui lie, justement, Ensemble pour le changement et l'union sacrée, qui est aujourd'hui une plateforme au pouvoir. Est-ce qu'il faudra considérer Ensemble comme un membre de l'union sacrée ou pas, au regard de la nature? Les faits nous prouvent à suffisance que Ensemble pour le changement est partie à part entière de l'union sacrée, mais le dire nous apporte un élément concret. C'est à ce niveau-là qu'on parle des responsabilités. Est-ce qu'il faudra faire de la magie pour expliquer aux gens que on peut ne pas être d'accord? Je vous ai dit que moi je suis de cette école-là, même à l'époque de Kabila, j'étais très fan et très admiratif d'Henri Thomas Lukondo personnel, parce que c'est quelqu'un qui était dû par nous. Un parti du top 2 du pouvoir après le PPRD. Mais quand il fallait dire son point de vue contraire, il n'hésitait pas à le faire, mais il le faisait où? À l'hémicycle. Il le faisait de manière lucide. Henri Thomas Lukondo ne brillait pas par des déclarations intempestives dans les médias. Tout ce que le média exploitait, c'était ses propos tenus dans le cadre réglementaire de son exercice au niveau du Parlement. Quand il y a un problème de politique, de gouvernance interne, puisque vous en êtes membre, discutez-en en interne, si vous voulez à la fois dans l'approche institutionnelle et extra-institutionnelle. Mais à la limite, quand vous commencez à prendre des positions proches de l'opposition, quand vous commencez à prendre des positions aux antipodes de ce qui se décide dans le Conseil des ministres et ce qui se décide dans les réunions de formation politique, décidez-vous. J'ai envie d'utiliser encore notre thème, c'est presque de la prostitution, en fait. C'est ce qui tue, en fait. Et ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est un élément, c'est un point qui restera dans leur vie. Il reviendra pour l'électorat en 2023, justement. Revenons sur la question, vous posez la question, c'est, je posais la question sur quoi, quels sont les facteurs qui ont concouru, justement, quels sont les facteurs pour attribuer ce mérite. Le premier facteur, c'est que,
le contexte très favorable avec la mobilisation au niveau de la captation des différents taxes et redevances, notamment le plus-value dans les secteurs, les surplus dans les secteurs miniers, mais aussi, il faut dire une vérité, c'est que l'efficience dans le contrôle, avec le travail que l'IGF a fait, même si peut-être de manière technique, dans l'approche juridictionnelle, on peut émettre des doutes, mais dans l'approche dissuasive de l'IGF, ça a permis quand même de créer certaines de flux qui ont permis à ce que l'État puisse capter beaucoup plus. Je crois que c'est pas une première. La deuxième, on a connu ce genre d'évolution 2008-2012 avec justement la stabilité du cadre macroéconomique, mais le plus important n'est pas à ces niveaux-là, si vous me le permettez. Je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, il y a un travail, il y a une mobilisation, oui, mais j'ai l'habitude de dire aux gens qui s'accrochent à la croissance économique, que la croissance n'évoque que la dimension quantitative. La dimension qualitative intervient justement dans les politiques de gouvernance mises en place, dans la redistribution de richesse, dans la politique de développement, la justice distributive. Elle paraît un peu plus paradoxale, cette expression-là, mais on va quand même l'utiliser. Aujourd'hui, c'est vrai, on a une marge de progression du budget de 32%. C'est une très bonne chose, une première. Mais la question, c'est que dans ça, le problème fondamental, c'est que quelle est la politique mise en place pour qu'au final, qu'il y ait du ressenti dans cette évolution sur l'approche économique? C'est là où moi, il faudra éviter un élément. C'est-à-dire, l'approche prospective de, on a fait ceci, cette recette-là, c'est la recette servie par Augustin Matatampoli, qui, c'est vrai, du reste, pour quelqu'un qui connaît quelqu'un qui maîtrise les questions économiques comme moi, c'est que dans le fond, dans la charpente économique, il nous a laissé des bases solides. C'est vrai. Mais après avoir eu la fondation, on peut pas continuer à faire encore de la fondation alors qu'il existe déjà une fondation. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut élever le bâtiment. Et c'est à ce niveau-là que nous, on attend le gouvernement Samalukonde. À ce stade ici, les marges de progression, comment sont-elles, réorientées pour apporter la solution aux vraies questions de développement, aux vraies questions, justement, de l'émancipation de la population congolaise. C'est à ce niveau-là qu'on attend. Sur les assignations, je crois que le contexte a été favorable. Il y a aussi un travail des dissuasions en amont qui a été fait avec l'IGF. Maintenant, la vérité aussi, c'est que ce sont des périodes passagères. Après, ça va passer. Maintenant, la question, c'est qu'il faudra qu'on soit en mesure de bien capter, de bien profiter, justement, de ces contextes favorables et ces embellis, notamment sur les cours de matières premières, sur le marché international. Ce que le Congolais attend, c'est pas le chiffre seulement, c'est pas seulement la dimension quantitative. Il faudra aller dans la dimension qualitative. Et malheureusement, sur ces terrains-là, il y a à boire et à manger jusque-là. Il y a beaucoup de difficultés si on voudra. Justement. Aubin Kassongo, quel est votre regard par rapport à cette mobilisation record des recettes de l'État? C'est en tout cas une première dans ce pays depuis l'indépendance que le pays puisse arriver à mobiliser des recettes prévues pour l'ensemble de l'année seulement en septembre. Ce qui veut dire que l'État a mobilisé les 100% du budget prévu pour cette année en septembre. Quel est votre regard? Oui, j'en conviens, je suis d'accord peut-être sur toute la ligne avec mon co-débatteur sur la question. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître d'abord les mérites de l'IGF. Voilà, l'inspection générale des finances. Avec M. Alim Nete. Respect. Parce qu'ils se sont battus quand même pour que nous ayons ces recettes. Plus il y a des contrôles, plus les détourneurs ont peur d'être attrapés. Voyez-vous, c'est ce qui a fait à ce que les recettes augmentent de plus en plus dans ces pays. Mais la question fondamentale que l'on se pose, à qui profitent ces recettes? Par ici, le gouvernement, plutôt des efforts fournis par l'IGF, et même les régies de l'État. Mais ces recettes, ces chiffres qui nous sont aujourd'hui présentés, profitent à qui? C'est toute la question. Moi, je pense qu'on se mobilise pour que nous ayons ces recettes, pour que le peuple se retrouve. Mais est-ce qu'aujourd'hui le peuple se retrouve? Le peuple ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 21 000 $ au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de 999 conseillers à la présidence. Pourquoi? Parce que le président de la République voyage trop. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'est pas mu par l'intérêt du peuple congolais. Et donc, moi, je pense qu'au-delà de ces recettes, au-delà de ces chiffres qu'on nous présente, il faudrait quand même, à un certain moment, qu'on se pose des questions, qu'on réfléchisse comment orienter ces recettes pour que ça profite au peuple.
Voyez-vous, parce qu'on n'est pas là pour s'enrichir, on est là plutôt pour trouver solution face aux problèmes des Congolais, comme je l'ai dit. Et donc, je pense qu'au-delà de ces recettes, que les gouvernements nationaux, que les présidents de la République s'unissent quand même pour que le peuple se retrouve dans ça. Parce qu'il est inconcevable qu'on nous dise qu'on a un budget aujourd'hui de 14 milliards, alors que la vie du peuple n'a pas changé. Il est inconcevable qu'on nous dise qu'on a un budget de 14 milliards, alors que les policiers ne sont pas mieux payés, les soldats ne sont pas mieux payés. Ils n'ont pas de dotation. Augmentation de combien? Chez les soldats. Savez-vous, ça fait combien d'années qu'on n'a pas doté les tenues, les simples tenues aux policiers et soldats? Voyez-vous tout ça? Mais on nous présente les recettes, l'augmentation des budgets. Mais ça profite à qui? Bonagan aujourd'hui, toujours entre les mains des M23. Vous n'avez peut-être pas l'image de nos compatriotes, comment ils souffrent là, parce qu'on a interdit même notre monnaie de circuler au Bonagan. Voyez-vous, donc moi je pense que ce sont là les occasions, parce que vous l'avez dit, c'est pour la première fois depuis que la RDC a accédé à son indépendance, ça veut dire en 1960, que le pays est en train de connaître une telle situation. Mais n'est-ce pas une occasion à M. Tshisekedi et au gouvernement de profiter pour trouver solution aux problèmes essentiels des Congolais? Et bien moi je pense que le président de la République, il est temps, pour les quelques mois, une année et quelques mois qui restent, de se concentrer aux vrais problèmes des Congolais, parce que le peuple attend de lui les changements de son vécu. Le peuple attend de l'actuel président de la République de trouver solution à tous ces problèmes. Voyez-vous, le budget, on en a, il y a eu augmentation, on a les recettes, on nous présente des chiffres. Mais pourquoi le peuple ne se profite pas? Est-ce qu'on ne peut pas donner à ce gouvernement, au président Tshisekedi, l'occasion de mettre en place une vraie justice distributive? Parce que avant justement que vous ne réclamiez cette justice distributive, ce fait que le peuple puisse ressentir les bienfaits de ces mobilisations records, est-ce qu'on doit d'abord commencer par la mobilisation justement de ces recettes-là? Mais les recettes sont là aujourd'hui. Elles sont là aujourd'hui. Voilà pourquoi je parlais de ces... Mais pas donné à ce gouvernement-là. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis que le gouvernement, que le président de la République, pendant ces quelques mois qui restent, parce que le mandat est quinquennal, ça veut dire 5 ans. Aujourd'hui, le mandat a commencé en 2018 et il va finir en 2023. C'est pourquoi je dis pendant ces quelques mois qui restent, il appartient maintenant au président de la République ainsi qu'au gouvernement de fournir les efforts pour que le peuple puisse évidemment ressentir les efforts fournis par l'IGF, par les régies financières qui nous présentent aujourd'hui des recettes qui est là comme un leurre, parce que plutôt comme une aubaine, parce que c'est une chance inespérée. Jamais on pouvait s'attendre à de tels chiffres dans ces pays, mais aujourd'hui nous en avons. Est-ce que ça profite au peuple? Voyez-vous. Et donc, que le président de la République puisse capitaliser ces quelques mois qui nous séparent des échéances électorales pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Merci beaucoup, Maître Bien Kassongo. Mike Gardidiana, avec cette mobilisation des recettes, peut-on s'attendre à la mise en place d'un collectif budgétaire comme le préconise notamment l'inspecteur général des finances, pour s'attendre notamment à une révision de la loi des finances 2023 qui a été déposée un peu tôt à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Condé. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'augmentation notamment du budget 2023? Non, je crois que l'augmentation du budget, ça c'est le travail de l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. C'est vrai que la proposition de la loi de finances a été déposée par le chef du gouvernement il y a peu. Cette loi-là doit être examinée et ces parlements-là doivent décider soit de la majoration, soit de la baisse de la somme présentée par le Premier ministre. Cependant, est-ce qu'il faudra aller forcément vers un collectif budgétaire ou une loi de finances rectificative? Pour la plupart, je crois peut-être oui. Oui, pourquoi? Parce que elle doit intervenir dans le sens où les orientations budgétaires, telles que édictées au départ, lorsque cette loi a été adoptée et votée, ont complètement changé. C'est vrai, on arrive à un terme où on a mobilisé le plus de 100% de ce que s'était assigné. Maintenant, en termes d'orientation, il y a beaucoup de questions cruciales qui nécessitent aujourd'hui une certaine réorientation, notamment la question sécuritaire, mais aussi dans l'approche économique. Donc, je crois que ça serait une logique qu'on aille vers un budget rectificatif, dans le sens où on est allé au-delà. Il faudra être en mesure de justifier l'orientation de ces surplus-là dans la mobilisation
de ces budgets-là encore dans les assignations établies dans ces budgets-là. Je crois que économiquement, c'est un processus logique et naturel quand on va au-delà des assignations, mais aussi quand les orientations économiques changent au cours de la session, au cours de l'année d'exécution de ces budgets. La même question, Aubin Kassongo, peut-on s'attendre à un collectif budgétaire pour justement justifier ce surplus-là de mobilisation qui va intervenir jusqu'en décembre 2022? Oui, naturellement, parce que il faudrait tout de suite que l'autorité budgétaire, comme les co-débatteurs l'a dit, sache de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y aura les surplus qui n'ont pas été prévus dans ces budgets? On ne peut pas utiliser ça de n'importe quelle façon. Voilà pourquoi il est impérieux qu'il y ait une commission ad hoc pour savoir comment réorienter les choses, comment réorienter ces recettes qui seront mobilisées pendant cette période jusqu'à la fin de cette année. D'où la proposition de l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, de mettre en place un collectif budgétaire, donc une loi des finances rectificative. Justement, je pense que cette proposition de l'inspecteur en chef de l'IGF tombe à pic, à point nommé, parce que moi je pense que c'est même une nécessité. C'est même une nécessité, ça ne devrait même pas se discuter. Il va falloir tout de suite que l'on mette en place cette commission pour que celle-ci puisse examiner comment réorienter, comment réattribuer, comment intégrer dans ce budget les surplus qui seront mobilisés pendant cette période jusqu'à la fin de cette année. On va changer des chapitres parce qu'il nous reste que quelques minutes seulement. Nous allons parler de la question de la fourniture en carburant en République démocratique du Congo. Le ministre Mouyaya l'a rappelé le lundi dernier que le gouvernement de la République prend en charge 40% sur chaque litre que nous consommons ici en République démocratique du Congo et plusieurs centaines de millions, je vais chercher les chiffres, 384,2 millions de dollars américains ont été décaissés depuis le début de l'année, donnés par le gouvernement aux opérateurs pétroliers pour justement maintenir ce prix-là. Mais ces opérateurs menacent aujourd'hui d'entrer encore une fois de plus en grève. Sommes-nous en train d'assister à une sorte de chantage de ces opérateurs vis-à-vis du gouvernement? C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui croit que les opérateurs économiques sont des enfants de cœur. C'est des gens qui cherchent à maximiser le profit, ça c'est clair. Mais la réalité, c'est que là où il faut comprendre la posture des opérateurs économiques, c'est dans le sens où il y a eu une convention, il y a eu une somme que l'État a mis pour pouvoir couvrir justement ce gap-là, ou encore c'est le 40% du prix du litre pour éviter l'application du prix réel. Cependant, le cours de choses ont changé, notamment les prix du carburant sur le marché international. C'est-à-dire qu'il faut revoir le clause en interne. Et c'est ce qu'exigent justement les opérateurs. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit leur permettre d'intégrer justement, c'est-à-dire de refaire les calculs du prix de revient en ajoutant justement cette marge-là qui leur permettra de pouvoir capter et éviter ce gap, soit leur laisser appliquer le prix réel. Parce que dans ça, il y a aussi un autre facteur qui favorise justement la rareté, la difficulté, c'est que le contrat en hydrocarbures sont des contrats à terme. Ce ne sont pas forcément des contrats spot ou du direct. C'est-à-dire, on paye et on attend la livraison. Or, quand l'État qui prend en charge est lourd dans le respect de ses engagements en matière de délai, il crée la difficulté en matière d'approvisionnement, ce qui crée des échelonnements très poussés et qui rend difficile l'approvisionnement pour les opérateurs économiques à leur tour pour pouvoir venir desservir le marché. C'est-à-dire qu'il y a ces deux facteurs-là qui entrent en compte, qui fait qu'aujourd'hui ces opérateurs se retrouvent dans la difficulté. Mais cependant, je crois aussi une chose, il y a une nette volonté de ces gouvernements qui depuis toujours fait un effort. J'en ai discuté récemment avec le Congolais qui, malheureusement, pour la plupart, ne connaissent pas cette réalité-là. Que le prix du litre qu'ils achètent, qui impacte sur le prix du transport, c'est parce qu'on a décidé justement, dans le compte des dépenses sociales de l'État, de pouvoir compenser cela pour éviter un prix trop exorbitant qui risque de créer une tension sociale et faire sensiblement évoluer le pouvoir d'achat de la population. Et aujourd'hui, je crois que c'est des difficultés d'ordre conjoncturel. Il ne faudra pas prendre des décisions à la va-vite. Il ne faudra pas prendre la décision juste par coup de nerf. Ça se comprend de part et d'autre, il faut préserver. D'une part, les intérêts économiques et assurer la continuité dans l'approvisionnement. De l'autre côté, assurer justement l'équilibre social parce que c'est un secteur très sensible qui risque d'avoir de l'impact même sur le tissu économique. Donc, entre les deux exigences, il faut trouver une jonction. Et à ces stades ici, je crois que s'il y a des gens qui peuvent fléchir
faire évoluer les choses en grande partie maintenant, c'est l'État congolais, je suis désolé. C'est à l'État congolais de pouvoir faire évoluer les choses parce que ces gens-là ont une réalité sur le marché et s'ils continuent à travailler à perte, c'est nous qui allons en pâtir. Pour preuve, les carburants qu'on utilise maintenant, l'État n'ayant pas trouvé un compromis avec les opérateurs, a décidé cette fois-là de faire justement de la commercialisation du produit. Au lieu d'attendre les opérateurs, l'État est allé acheter sur un marché, mis sur cette Congo, et permettre à ce que les opérateurs puissent s'approvisionner via un stock de l'État. Et ça, malheureusement, c'est des choses à très ce sont des solutions d'urgence qui ne peuvent pas durer longtemps. C'est ça qu'il faut trouver, il faut rentrer dans la logique des choses, il faut rentrer dans le process normal, et c'est là où il est très nécessaire et très impérieux de prendre des décisions, mais il y a une possibilité. Parce que l'État mette du sérieux justement dans notre capacité de production, de transformation des hydrocarbures, avec le lancement des appels d'offres avec le bloc pétrolier. Je rappelle ici qu'avec ces 33 blocs mis en vente, on est capable d'atteindre une production de 20 millions de barils, qui va nous rapprocher dans le top 3 des producteurs du pétrole sur le continent africain, ce qui nous permettra d'amortir un peu le coût en termes de consommation de carburant, en termes d'importation plutôt du carburant, et de compenser avec une production locale, et en fin de compte, occuper aussi une place dans le marché du pétrole sur l'échiquier mondial, parce que le rapport de force est en train de changer avec les différentes sanctions qu'on a infligées à la Russie. Je connais le Venezuela qui autrefois avait un pétrole non grata, banni sur le marché international. L'Europe n'avait pas le choix de pouvoir recourir. Exactement. Merci Margardi Diana. Aubin Kassongo, 384,2 millions de dollars américains décaissés par l'État congolais depuis... Il en faut 400. Il en faut 400, justement, mais c'est quand même assez énorme. Alors, décaissés par l'État congolais depuis le début de l'année 2022 au secteur pétrolier. Pourquoi ces opérateurs continuent toujours à faire, en quelque sorte, le chantage à l'État congolais? Non, je pense personnellement que ce ne sont pas des chantages que les opérateurs économiques sont en train de faire à l'État congolais. Mon co-débatteur l'a dit, ils ne sont pas des bénévoles. Ce sont les gens qui sont là pour leurs intérêts. Ce sont les commerçants et donc ils ont l'obligation de capitaliser leurs bénéfices. Voyez-vous. Et donc, il appartient également à l'État congolais de faire la définition d'une action assez concrète pour trouver de l'équilibre entre les opérateurs économiques et le peuple congolais. Voyez-vous, parce que si l'État se voit assez sévère, assez dur vis-à-vis des opérateurs économiques dans ce secteur aussi clé et alléchant, c'est plutôt le peuple qui va en pâtir. Voyez-vous, et donc, moi je pense que le peuple congolais et l'État congolais doivent d'abord penser à ce peuple avant de prendre toutes les décisions. C'est pourquoi la décision qui doit être prise par l'État, ça ne doit pas être une décision précipitée. Il faut que ça soit une réflexion, une cogitation assez approfondie pour que lorsque la décision sera prise, que le peuple ne puisse pas en pâtir. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple les opérateurs pétroliers grève aujourd'hui, c'est plutôt la population qui va dire. Parce que les autorités ont toujours la possibilité d'avoir les carburants en temps réel et le peuple. Le déplacement va causer problème. Déjà que avec tout ce qu'il y a eu comme des guerres entre l'État et les opérateurs économiques dans ce secteur, a eu de l'impact visible sur le vécu du peuple. Aujourd'hui, les billets d'avion qui autrefois coûtaient le Lubumbashi-Kinshasa 190 $, aujourd'hui c'est plus de 240 $. Voyez-vous, si aujourd'hui encore ces opérateurs grèvent, donc je pense que les billets peuvent devenir même à 350 $, à Lubumbashi seulement, même à 400 $. Et ce sont là les cas qui vont pas permettre au peuple congolais de se retrouver. Moi, je pense que la décision qui doit être prise par l'État doit être une décision réfléchie pour que ça ait un impact pas négatif, mais plutôt positif vis-à-vis du peuple congolais. Je considère cela comme votre dernier mot. Merci à vous, Aubin Kassongo, d'être passé sur le plateau d'Ecofin Télévision dans ce talk show sur Ecofin Télévision, justement. Merci à vous, Patrick Lumbala, de nous avoir invités à cette messe politique. C'est plutôt un honneur et c'est plutôt à nous de vous remercier pour cet honneur que vous nous faites sur votre prestigieux plateau. Merci Mike Gardidiana d'être là une fois de plus. C'est toujours un plaisir. Merci à vous et à l'ensemble de l'équipe.
Merci à vous également d'avoir suivi cette émission sur votre télévision. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre numéro, avec cette fois-là d'autres sujets d'actualité ici en République démocratique du Congo. Au revoir.